Premier sujet, doit-on avoir peur du prédictif? Pour en parler, on va accueillir Anne Gallienne, David Le Douarin et Gilles Nectou. Sous vos applaudissements. Alors, je vais commencer. Allez, Gilles Nectou, président de Plébicom. Bonjour Gilles. Bonjour. C'est quoi le prédictif pour toi? Est-ce qu'il y a une définition unique ou il y en a plusieurs? Le prédictif, c'est de savoir, avant même que tu le saches, ce que tu vas vouloir acheter. Ouais. C'est être capable de deviner ce qui se passe en fonction de ton comportement. Donc tu rentres dans la tête des consommateurs. J'essaye en fonction de tes petits comportements digitaux, pas forcément, parce que c'est la seule chose que je peux voir. Ma façon de consommer, de me balader, etc. La façon de cliquer, la façon d'attendre, la façon de qu'est-ce que tu consultes, la façon d'acheter, peut-être la façon où tu es, la façon de te déplacer, la façon de parler aussi, qu'est-ce que tu laisses comme trace en termes d'avis, de mots-clés, etc. Est-ce que c'est très éthique ça, finalement? C'est de savoir, mais ça va t'arranger parce que finalement, je vais être capable de te proposer exactement ce que tu attends. Donc, quelque part, je te facilite un petit peu la vie en évitant de te polluer de choses qui ne t'intéressent pas. Donc, si je suis capable de prédire ce que tes goûts, tes désirs, tes envies, etc., je pense que ça va t'intéresser, forcément. Anne Gallienne, vous avez un micro devant vous. Donc, vous êtes la patronne du marketing et du commerce de Paradis Ski, Compagnie des Alpes. C'est notamment la Plagne, les Arcs, c'est 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, 239 pistes, et un contact avec beaucoup de consommateurs qui se déplacent sur les pistes, etc. Et donc vous êtes lancé dans la démarche CRM. Pour vous, le prédictif, c'est quoi, en 2 mots? Alors, nous, Vous n'en êtes peut-être pas là encore. En fait, si, parce que, en tout cas, on y réfléchit. C'était intéressant plutôt de témoigner justement sur la maturité des entreprises comme les nôtres, qui restent des PME, hein. Des grosses PME sur ces sujets-là. Le concept de Huge, en l'occurrence, et du projet qu'on a lancé, et la promesse et l'ambition, c'est de travailler sur de l'information personnalisée. Donc, qui dit information personnalisée, dit obligatoirement moteur apprenant. Oui. Alors, sur le principe, au départ, ça paraît simple. La réflexion qu'on a eue, nous, c'est plutôt les inspirations qu'on a eues, hein. C'est des modèles qui existent aujourd'hui, qui nous inspirent en tant que consommateurs, que peuvent être Amazon ou même Pandora. Je ne sais pas si vous connaissez Pandora, qui est de la musique et qui a ce système de recommandation de musique. Alors nous, on a commencé juste pour donner un peu un retour d'expérience, là où on en est en termes de questionnement. Et là, pour le coup, c'est vraiment des étapes de questionnement. Mais on est en train de lancer quelques tests. Nous, on a agrégé de la donnée pendant 4 mois et demi cet hiver sur 112 000 utilisateurs et skieurs sur notre domaine skiable. Donc à la fois, on a agrégé de la donnée comportementale. Là, vous le voyez sur le tracking de la journée, c'est-à-dire qu'on sait exactement où sont passés nos skieurs, on sait à quelle vitesse ils sont allés, et puis on sait aujourd'hui où ils ont interagi, où éventuellement ils ont été faire des badges parce qu'on a intégré des badges. On sait également comment ils ont consommé. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui est connecté? C'est les badges des skieurs qui vous donnent l'information? En l'occurrence, là, c'est l'application. Donc c'est l'usage de l'application et du service connecté qui nous permet d'aller traquer un certain nombre d'informations, ce qui est relativement transparent pour le consommateur, puisqu'en fait, d'ailleurs, on s'est rendu compte que c'était la fonctionnalité la plus plébiscitée cet hiver. Donc de ces informations-là qu'on est en train de collecter, oui. Alors il y a de l'information comportementale, il y a de l'information sociale, l'interaction avec nos réseaux sociaux. Tout ça est en train de nous donner des 2-3 modèles de comportement type qui après peuvent être modélisés. Donc ça concerne combien de données différentes, combien de skieurs? C'est 100 000, vous m'avez dit? Là, on en a collecté 112 000 en 4 mois. Oui. Ce qui est assez énorme. Après, il y a des données qui aujourd'hui, il y a des clients qui ont complété les profils. Alors ça, c'est tout l'enjeu de la modélisation, c'est-à-dire qu'il y en a des clients qui ont très bien complété leur profil, qui ont donné beaucoup d'informations, qui sont très engagés, on va dire, à la marque ou au service, et puis il y a d'autres qui le sont moins. Mais l'intérêt du modèle, c'est justement de réfléchir avec des entreprises, en l'occurrence, qui nous accompagnent, et puis des mathématiciens et des data scientists sur ce sujet, pour modéliser 2-3 comportements types,
Et pour pouvoir dire, eh ben, si cette personne, elle a plutôt été faire 2 pistes bleues, elle a plutôt interagi à ce moment-là, alors je vais lui pousser telle information l'année prochaine ou pendant son séjour. D'accord, c'est ça le prédictif finalement. Oui, mais Elle démarre il y a combien de temps? Il y a 6 mois que vous avez démarré? Oui, enfin, on Même l'a pas. lancé il y a 4 Ça mois vous et a demi. coûté combien monter déjà cette première brique à peu Alors, près? en l'occurrence, le moteur apprenant, on l'a pas encore. Là, pour l'instant, on a monté un moteur de recommandation. Le projet est assez colossal. Hein. C'est-à-dire? Il y a des investissements sur 3 ans qui à hauteur de 2 millions d'euros sur nos entreprises. D'accord, c'est un budget important ça, Pas Gilles? le budget du moteur. Hein. Gilles, 2 millions d'euros? 2 millions d'euros, ça commence à devenir très, très important. Hein. D'accord, donc on peut monter un vrai truc qui a... Ah oui, oui. Après, il faut s'équiper en termes de base de données peut-être un peu spéciale dédiée au big data. C'est surtout la collecte des data, je pense, qui doit coûter aussi cher. Ensuite, le traitement, un data scientist, ça coûte cher aussi. Enfin, Alors, on va revenir sur la technique. Moi, j'aimerais passer la parole à David Ledouarin, donc patron d'Advalo. Alors, lui, il a monté une start-up qui agrège des données différentes, c'est ça, pour les rendre finalement exploitables. C'est ça? Oui, oui. Il faut appuyer sur... La lumière va s'allumer. Si on D'accord, que la lumière soit là. Oui. Alors, donc, explique-nous. Alors oui, donc nous on a monté une plateforme dans une société qui s'appelle Advalo. L'objectif, c'est de faire du marketing prédictif. Donc ce marketing prédictif, il s'appuie évidemment d'abord sur une collecte la plus exhaustive possible des données liées au comportement et aux achats du consommateur. Et derrière, pouvoir en tirer, pouvoir en prédire des comportements, c'est-à-dire pouvoir anticiper les besoins du consommateur pour avoir toujours finalement soit mettre le bon niveau d'investissement marketing sur chacun des consommateurs. Donc on va parler plutôt d'un modèle prédictif de valeur client. Est-ce qu'on doit mettre ou pas un budget marketing sur ce client en particulier? On va regarder aussi son niveau d'intention d'achat. Évidemment, un client qui a l'intention d'acheter, ce n'est pas la peine d'aller dépenser de la promo, ce n'est pas la peine d'aller dépenser du marketing, il faut tout simplement le laisser faire. Par contre, un client qui vous quitte par rapport à un parcours client traditionnel, il faut aller le rattraper. Okay. Ensuite, il y a vraiment cette logique dont on parlait hier, c'était cette logique de détecter les moments du consommateur. Lorsqu'il est en moment de lèche-vitrine, c'est-à-dire qu'il se promène sur les sites de temps en temps, finalement, il faut mettre un niveau de pression assez faible. Et puis lorsqu'il est vraiment en intention d'achat, ça vaut le coup à ce moment-là d'appuyer. Donc on a différents modèles prédictifs qui vont nous donner différents types d'informations pour piloter son marketing. Donc ce que fait Anne Gallienne, c'est exactement ce que tu fais au quotidien. Voilà. Ce qu'elle est en train de mettre en place. Dans son cas concret de skieurs, on analyse leur comportement et on va essayer de répondre à leurs attentes et de leur pousser des services qui correspondent à leurs attentes. Exactement. Donc là, elle a démarré toute cette phase, on va dire, de collecte de données, et puis de premier niveau de profiling. Après, c'est d'être capable justement d'aller automatiser des actions qui vont effectivement générer de la valeur. Cette valeur, ça peut être la satisfaction client, ça peut être aller prendre un chocolat chaud en haut d'une piste, ça peut être profiter d'une soirée. Donc après, quel que soit, on va dire, et ça c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de cas dans lesquels on peut se projeter pour finalement aller créer de la valeur, qui peut être de la valeur fiduciaire, mais aussi de la valeur de satisfaction ou tout simplement pour eux de la valeur d'entertainment, quoi. Alors, ce n'est pas quelque chose de très nouveau parce qu'en fait, les premières définitions du prédictif ont été faites en 1973. Donc, on parle aujourd'hui, en 2016, d'une définition qui existe depuis déjà 1973, à part qu'on n'en avait pas pris tellement conscience. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? C'est que même des PME peuvent faire du prédictif avec leur data. Il y a deux nouveautés. La première, déjà, c'est que le consommateur a changé. Donc fondamentalement, on s'adapte à lui et on s'aperçoit que si on veut que ce consommateur reste dans la notion de désir, parce qu'en fait aujourd'hui, on ne fait plus de commerce sans désir. Si le désir n'est plus là, on reste sur son canapé, on commande sur Internet et c'est fini. Donc si on veut continuer que les personnes viennent dans les magasins ou dans des lieux sur les pistes ou ailleurs, dans beaucoup d'endroits, dans les musées ou dans les théâtres, etc., il faut provoquer du désir. Ce désir, la connexion, elle peut provoquer ce désir si on l'anticipe en disant... Peut-être avec une autre forme de questionnement. Est-ce que tu vas aller au théâtre ce soir? Qu'est-ce que tu veux manger? Où est-ce que je pourrais prendre du soleil? Où est le froid, le bon froid? Donc ça peut être aux Arcs 1800. Et donc en fait, le questionnement du consommateur a changé. Et je crois que le prédictif a une donnée positive. C'est qu'en fait, il va continuer à gratter notre cerveau sur la notion du désir. Voilà, si un jour ce désir disparaît, on restera tous sur notre canapé, on ne bougera plus. Oui, David. Et ensuite, Gilles Nectou. Oui, juste pour... qu'est-ce qui a changé vraiment? Finalement, il y a une capacité à mieux connaître le parcours du client.
Ça a commencé avec évidemment sa navigation sur Internet, ça continue avec son smartphone, ça continue éventuellement avec des badges. Donc on va avoir de plus en plus d'informations pour comprendre le comportement de ce consommateur. Deuxièmement, il a une capacité statistique à la traiter, c'est-à-dire que ces technologies big data, qui est un peu le gros mot entre guillemets, elles sont quand même aujourd'hui efficaces. Elles l'ont démontré dans pas mal de sociétés ou pour pas mal d'usages. Donc maintenant, on a les technos qui permettent de le faire. Et donc, on peut agir avant même que le client ait consommé. C'est-à-dire qu'avant, on était quand même sur une analyse de données qui était un constat de la consommation du consommateur. Et puis, on cherchait à se dire par rapport à ce qu'il a acheté il y a 6 mois, qu'est-ce qu'on peut lui proposer aujourd'hui. Là, on est tout au long de son parcours client, avant même son achat, on va chercher à guider son parcours d'achat en fonction en effet de ses envies et puis en fonction de son comportement. Cas concret avec Gilles Necnou. Je pense juste ce qui a changé, je pense aussi, c'est l'accès à la data. Il y a de plus en plus de data, elles sont assez facilement accessibles. Par exemple, vous vous promenez dans la rue. Évidemment, moi, la data, je sais où vous êtes, je sais si vous avez fait du déclaratif, ce que vous aimez, je sais ce que vous avez éventuellement acheté, je sais où vous avez cliqué, donc je peux quand même connaître non seulement ce que vous avez déjà fait, mais ce que vous êtes en train de faire, parce que ce n'est pas que l'analyse de l'historique qui est intéressante, c'est aussi l'analyse du temps réel qui est intéressante, parce que vous pouvez avoir des comportements prédictifs grâce à ce que vous avez déjà fait. Mais quand vous vous mettez à cliquer sur des endroits particuliers, là, je suis en train de détecter quelque chose qui est en train de se passer qui ne pouvait pas se prévoir dans le temps. Donc en fonction de tout ça, donc l'analyse les datas sont accessibles, les outils sont maintenant possibles, hein, puisqu'on a des technologies et surtout des algorithmes, parce que dans tout ça, c'est l'algorithme qui va faire son travail et qui va être auto-apprenant, qui va lui-même essayer de détecter que tiens... Qui c'est qui fait les algorithmes? Qui programme ça? C'est des informaticiens? Il y a des choses disponibles sur Internet. Il y a des trucs en magasin. Anne Gallienne? Non, mais nous, on fait appel à notre agence qui s'appelle Full Six, qui est notre agence qui nous accompagne. Donc, c'est des gens en interne, des mathématiciens qui travaillent sur des modèles de probabilité statistique. Et c'est Plébicom, c'est ce que vous faites? Il existe, enfin, il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Hein. Vous prenez des algorithmes existants, et puis vous venez rajouter votre petite sauce à vous. Et ces fameux algorithmes, ce qui est génial, c'est que l'algorithme est auto-apprenant. Donc c'est lui, vous lui donnez des datas. Il apprend tout seul. Il va détecter, par exemple, il va détecter qu'une femme qui bricole et qui est dans le sud de la France est en fait aussi très appétente à la musique électronique. Il va vous détecter des corrélations comme ça qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Et donc à cette femme, il vaut mieux lui envoyer des publicités de musique électronique, par exemple. Je prends des cas comme ça, mais il y en a des tas. Et donc l'auto-apprenant, ce fameux algorithme, va être capable de faire le boulot face à toute cette montagne de données, d'aller trouver les points saillants, les corrélations pertinentes, et justement d'être capable de diffuser ce fameux bon message au bon moment. Parce qu'il faut voir la contrainte nouvelle qui quand même apparaît, c'est que sur un mobile, aujourd'hui, vous avez l'endroit d'expression et la surface d'affichage, elle est quand même très réduite. Donc si vous n'envoyez pas le bon message le plus pertinent possible à la personne qui est en train de se déplacer dans la rue, vous perdez Alors, tout. Un petit mot de David, ensuite j'aimerais qu'on revienne avec Gilles. Oui, David. Oui, juste dans le côté auto-apprenant, il faut un petit peu se méfier parce qu'en effet, si vous reprenez le site de Mercedes et que vous analysez les visites, vous allez avoir énormément d'acheteurs de SL500, même plus que ce que Mercedes est capable de produire en termes de SL500. Donc il faut toujours quand même, avoir un œil extrêmement critique sur ce que va vous sortir le modèle. Et puis un modèle, ce n'est pas juste un algorithme, c'est un algorithme dans un contexte particulier. Donc il faut aussi savoir caler ce modèle-là, le tester, et donc on rentre vraiment dans une logique d'A/B test pour caler effectivement ce que va nous sortir le modèle. La machine, elle apprend, mais elle apprend dans certaines conditions. Mais la nature humaine est un peu imprévisible. Non, donc il y a des limites quand même les algorithmes. Anne? Enfin, moi, ce que je veux retenir de ça, c'est qu'en fait, c'est pas Star Trek. Hein. Enfin, nous, en l'occurrence, on a pris ça comme étant des choses à tester. C'est du test and learn, c'est-à-dire qu'on n'a pas monté une usine à gaz. On a appris on est en train de modéliser 3-4 comportements types qu'on est en train de tester et qu'on testera l'hiver prochain pour voir effectivement comment ça réagit. Et pour apprendre de tout ça et pour voir si d'ailleurs le client y répond. Voilà. Et on n'est pas en train de monter quelque chose d'important. Le deuxième point sur lequel c'est important de faire votre retour d'expérience sur une destination touristique, c'est qu'en fait, on se rend compte que qui dit personnalisation de l'info, dit après une vraie problématique, c'est qu'est-ce que je pousse et ça pose la question de la factorisation des contenus. La factorisation. Alors c'est un peu un grand mot, mais c'est qu'en fait, c'est quel contenu j'adresse à quel client.
C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je vous donne un exemple, dans nos sociétés, on s'est dit c'est facile, on va savoir qui est mon client et ce qu'il veut, mais une fois qu'on a dit ça, c'est comment on traite l'information chez nous et on la factorise, c'est-à-dire qu'on la norme en fonction de la personnalisation de l'info à qui on veut la pousser. Et ça, c'est un vrai boulot. C'est-à-dire que ça fait émerger en fait d'autres problématiques dans les sociétés qui sont la création de contenu en fait. Création de contenu. Gilles Nectou, votre réponse par rapport à ça Oui, le contenu, en effet. Il est majeur, c'est majeur, quoi. C'est majeur parce qu'il faut diffuser, encore une fois, quand vous êtes sur un mobile, il faut diffuser un contenu qui soit pertinent au bon moment et qui fasse mouche. C'est-à-dire qu'il faut que ça corresponde exactement, non seulement au déclaratif, parce que finalement, il y a beaucoup de consommateurs qui donnent de l'info. Mais donc il y a le déclaratif, puis il y a ce que vous pouvez collecter. Donc il faut savoir traiter tout ça pour être capable, dans un format mobile très, très réduit, de pousser la bonne information au bon moment. Donc après, il faut produire ce contenu. C'est sûr, il faut produire la bannière qui va bien, les mots qui vont bien, le contenu personnalisé. Donc vous avez une base de données d'offres. Nous, ce qu'on utilise là, c'est typiquement une base de données d'offres préformatées qui vont être diffusées en fonction d'un certain nombre de critères, que ce soit des critères de géolocalisation ou autres. Je suis à côté du roi du chocolat. J'aimerais qu'on amène la caméra. Donc c'est Eric Berthelone, qui est le patron du réseau Jeff de Bruges. Combien de points de vente, Jeff de Bruges? 490, 450 en France. Donc le comportement de tes acheteurs, le chocolat, c'est plutôt des hommes, c'est plutôt des femmes, à quel moment ils en consomment, tout ça. Toutes ces données-là, tu t'es posé la question dans ton enseigne? Oui, je me la pose. Alors, tout ça est passionnant et le prédictif dans le chocolat, je la connais puisque c'est à Noël qu'ils vont venir acheter leurs produits pour les cadeaux, puis à Pâques pour s'acheter une belle poule et un bel œuf. Néanmoins, ce qui m'importe, c'est comment ce consommateur réagit quand il sait qu'il est entre guillemets traqué. Est-ce qu'il sait comment il réagit? Est-ce qu'il a envie d'en avoir plus? Est-ce qu'on a ce retour? Parce que là, on push de l'info, mais comment il peut finalement le désirer, tout ça? Moi, j'ai un peu l'impression qu'il le subit, alors qu'il aurait peut-être intérêt à le savoir pour mieux bénéficier de l'offre ou de l'envie, voilà, d'amplifier son envie. C'est ce que disait Philippe tout à l'heure. Ça dépend si vous êtes né avant 1994 ou après 1994. Ouais, ça, il aime bien la sortir. David Ledouarin, et puis il y a Anne qui va répondre. En effet, ça pose la première question, c'est est-ce que ce qu'on est en train de faire a du sens, hein? Et donc il y a toujours cette notion de calcul, et je pense que là on a une belle histoire avec une approche qui est très graduelle, qui est pas à pas, et on va tester au fur et à mesure différentes choses. Après, le prédictif, il n'est pas seulement là pour faire vendre, hein. On n'a jamais obligé les consommateurs à vendre, donc on est aussi dans une logique servicielle. Pour vous donner des exemples, quand on détecte des consommateurs, on travaille avec des gens comme Guy Degraine, quand on détecte des consommateurs sur le site, on va chercher à savoir si c'est quelqu'un qui a envie d'acheter maintenant, ou est-ce qu'il prépare une liste de mariage qu'il va acheter dans 5 mois. Et donc ça ne va pas du tout être le même accompagnement marketing derrière. De la même façon, on va chercher à comprendre par rapport à sa géolocalisation et aux produits qu'il regarde en ce moment, est-ce qu'on peut plutôt le pousser vers une e-réservation, qui est un vrai service pour le coup, plutôt que d'aller lui proposer un retargeting Criteo. Donc c'est vraiment, en tout cas, dans ce qu'on va tirer comme information, l'usage qu'on en fait n'est pas forcément un usage uniquement promo, c'est d'abord avant tout un usage d'accompagnement, et c'est par cet accompagnement qu'on arrive à garder le désir, et puis qu'on arrive à valoriser le parcours client globalement, quoi. Alors on a parlé des données chez soi, qu'on récoltait, etc., mais les banques, Gilles, ont des données colossales, et aujourd'hui elles peuvent en faire profiter les retailers. Alors comment travailler avec les banques et quel type de données on peut récolter et exploiter? Les données bancaires sont des données extrêmement intéressantes, hein, c'est des données de paiement. Et pour répondre à la question, nous on a un exemple très concret pour LCL, donc on travaille sur les 3 millions de porteurs de cartes à peu près de cette banque. Donc les 3 millions de porteurs de cartes clients LCL te donnent leur info? Alors justement, il faut voir le tunnel. Donc, en effet, il y en a un grand nombre qui est inscrit dans leur programme Avantage. Donc, il y a ceux qui veulent être dans un programme Avantage et ceux qui ne veulent pas l'être. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est quand on pose la question, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on analyse vos 2 années de transactions cartes? Donc, qu'est-ce que vous avez acheté avec votre carte LCN dans les 2 dernières années? Justement, pour vous faire des offres personnalisées, géolocalisées dans vos zones de chalandise, y compris quand vous allez en vacances, etc. Vous avez 70% des personnes qui disent « OK ». Et tout dépend du service que vous apportez. Je pense que les personnes sont prêtes à partager des données. Alors là, on est en plus dans un univers bancaire, donc plus rassurant sans doute.
Et si vous leur apportez un vrai service, une vraie valeur, une vraie réduction et des vrais ciblages, oui, beaucoup de gens sont prêts à accepter ce type de choses. Anne Gallienne. Moi, pour répondre, je pense qu'en fait, c'est très lié à la problématique de chaque société. Nous, notre problématique, elle est très simple et elle n'est pas la même pour tout le monde. Vous avez peut-être la chance d'avoir 2, 3 fois ou plusieurs fois dans l'année des clients qui rentrent dans votre boutique. Nous, on a une problématique sur le ski, c'est que les clients, ils viennent que 7 jours sur une année. D'accord. Et quand vous avez vos clients qui rentrent qu'une seule fois dans votre boutique, Ils vont skier dans aux l'année, arcs. ça veut dire que vous n'avez qu'une fois la chance ou la possibilité de le toucher. Alors nous, du coup, on a essayé de se poser la question de comment on pouvait rentrer en contact avec lui pendant ces 7 jours de ski. Et effectivement, c'est un peu aussi lié à ça, c'est dire comment pendant 2 jours, je peux apprendre très rapidement de lui pour pouvoir lui pousser des offres pendant les 5 jours qui restent. C'est assez compliqué, c'est assez complexe comme problématique. Alors, j'ai un expert, là, c'est Christophe Kuhner, patron du marketing de Generix. Christophe. Bonjour, ouais. Donc moi, ce que j'aime beaucoup avec le sujet du marketing prédictif, c'est que c'est vraiment un sujet qui est en train de quitter sa courbe du hype pour revenir maintenant vers des choses un peu concrètes. Et en fait, c'est vrai dire que c'était un peu fumeux, un peu théorique ça a été au un peu, départ. parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué. La complexité, ce qu'on disait, c'est d'abord les modèles prédictifs, il faut savoir leur poser la question. C'est-à-dire pour sortir quelque chose, il faut poser une bonne question modèle. Une fois qu'on a peut-être une réponse, c'est savoir comment la traiter. C'est-à-dire on veut faire de la personnalisation one-to-one. Personnaliser one-to-one, ça veut dire des messages one-to-one. Quelle équipe marketing est capable de proposer un message one-to-one, un différent pour chaque utilisateur? C'est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il faut mettre après en place, derrière le modèle prédictif, une organisation marketing qui accepte de travailler sur des messages sans même comprendre comment la boîte noire fonctionne, parce qu'on ne comprend plus comment fonctionne cette boîte noire. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on arrive maintenant par des applications un peu plus concrètes des cas à avoir des exemples, mais ça a été très longtemps un peu difficile. Et c'est vrai que tout l'art premier, c'est poser la question, savoir ce qu'on veut faire et travailler par tout petit cas, plutôt que se dire les modèles prédictifs, on va en fait tout savoir de notre client et pouvoir faire tout ce qu'on veut avec lui. C'est pas vrai, on va répondre à des petits points précis, les uns derrière les autres, et on va apprendre aussi à manipuler ces objets où le marketeur, il a plus du tout, là on parle même plus de funnel ou de parcours client explosé, on parle d'une boîte noire qui lui ramène des gens qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et la prochaine next best action, comme on l'appelle ou l'appellerait Forrester, mais on ne sait plus d'où elle vient. Et ça, c'est hyper passionnant de voir le changement que ça doit opérer une équipe marketing pour pouvoir prendre ça en compte. Et la vertu du prédictif, en fait, c'est de segmenter en fait, les clients. Alors, on va être obligé de conclure rapidement. Moi, j'ai Benoît Dantec là à côté de moi, qui est le patron de Bouygues Immobilier Retail, donc qui réunit énormément de retailers. La data, je suis persuadé que les gens qui achètent ou qui louent des espaces dans vos centres commerciaux, est-ce qu'ils sont prêts à la partager, cette data? Parce que tout le monde peut chasser en meute, etc. Où on en est à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a une maturité, des échanges de data? Parce que vous êtes un peu un catalyseur, vous pouvez être un chef d'orchestre. Alors comment ça se passe chez vous? Bon, tout d'abord, nous, on n'a pas aujourd'hui, si vous voulez, de site véritablement marchand en exploitation. On est en train de fabriquer des morceaux de ville avec la particularité, donc une mixité d'usages, c'est-à-dire qu'on fabrique des quartiers dans lesquels on met du logement, du bureau et du commerce. On n'a pas aujourd'hui de velléité de provoquer ou de demander aux retailers que vous êtes pour la plupart d'entre vous d'échanger vos datas, parce que je pense que je me heurterais à un non. En revanche... Est-ce qu'il se heurterait à un nom, là, Philippe Le Hartel, Gilles Nectou, le partage de la data entre retailers? Pour l'instant, ils ne sont pas mûrs, mais je pense que ça sera Benoît qui connaît un peu tout ça, il faudrait créer le Procos Data Center. Je crois beaucoup à la mutualisation de toutes les datas des retailers qui nous permettrait, et excuse-moi d'avoir changé de barrière, ne plus être bailleur mais côté retailer, je pense que ça permettrait aux retailers français d'échapper aux lieux de commerce entre guillemets et de pouvoir scénariser beaucoup de choses sans avoir à faire appel aux lieux de commerce ou aux bailleurs. Et je crois à en redébattre. Je crois que si on doit comparer à un moment donné, ou si on essaye de comparer le centre commercial classique et traditionnel, donc en briques, parpaing, marbre, etc., que vous connaissez, et le digital, c'est d'ailleurs Guillaume Poitrinal qui avait fait ce commentaire au moment de la prise de contrôle par Altarea de la rue du commerce, en disant, en fait,
Altaria ne s'est pas acheté un centre commercial digital, il a acheté un department store. Puisque pour s'acheter un centre commercial en digital, il faudrait s'acheter un Yahoo, un Google, c'est-à-dire un moteur de recherche, c'est-à-dire un endroit dans lequel vous vous promenez gratuitement comme un centre commercial, vous n'avez pas de contrôle d'accès, c'est ouvert au public, et à l'intérieur, vous avez des commerçants qui captent le passant et qui lui font une offre, cette fois-ci marchande. Donc c'est encore notre démarche. On en est au début, mais est-ce que ça va peut-être pas aller très vite, le partage de données, parce que finalement, tout le monde va être gagnant dans l'histoire, David Ledouarin? Alors oui, en effet, il y a déjà aujourd'hui des bases de données mutualisées qui existent, hein, donc les enseignes mutualisent. Il y a une alliance dans le nord de la France qui mutualise les données transactionnelles de 350 enseignes. Oui. L'enjeu, c'est de se dire sur un consommateur, j'en sais 16 fois plus que ce que j'en saurais moi-même tout seul. Donc cette logique de mutualisation, elle existe déjà sur les données transactionnelles. Elle se crée aujourd'hui, et on est dans tous les groupes avec lesquels on discute, ils sont tous dans une logique de se dire finalement j'ai 4, 5 ou 6 marques. Et aujourd'hui, mes consommateurs peuvent être une mère qui va acheter pour elle, mais qui peut acheter pour ses enfants, qui peut acheter pour son mari, etc. Et donc, au sein d'un même groupe, il y a une vraie logique qu'on appelle de référencer le client unique, c'est-à-dire d'avoir une vision globale de ses consommateurs sur l'ensemble de ses marques. Et ça va au-delà, et ça ira au-delà demain. C'est-à-dire que là, on travaille par exemple sur un projet de R&D avec quel billet qui vend des billets de train, d'avion, etc., etc., et les hôtels B&B. Et l'idée, c'est que toute la donnée de destination de quel billet est extrêmement pertinente pour aller proposer de la réservation chez Hotel B&B. Donc c'est ce qu'on appelle des deals en seconde partie, c'est-à-dire que deux sociétés, entre elles, vont décider de partager une donnée pour créer de la valeur. Et donc ça existe et ça va se développer. Ça va se développer notamment dans les centres commerciaux, puisqu'aujourd'hui, un centre commercial a cette vocation à fédérer une audience dans sa zone de chalandise pour derrière arriver à faire monter non seulement le trafic dans sa zone, mais aussi pour ses commerçants. Quoi. Anne, vous partagez des données, vous, pour les pistes de ski? Oui, sur ce qu'on avait expliqué hier sur le data center, sur la destination, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, pour parler d'une seule voie sur une destination touristique. Mais on se questionne aussi sur des sujets de marques qui nous concernent ou qui sont assez proches de nos univers, qui peuvent être des marques d'ailleurs ludiques, de chocolat, de jeux. Enfin voilà, on a des partenariats ou des grandes marques de sport aujourd'hui où on peut être intéressé. Moi, je pense que l'enjeu, c'est surtout que le client final, au final, si ça lui va et qu'on connaît mieux et que du coup on cible mieux et qu'on lui parle mieux, j'ai envie de dire exactement. Alors,